Bien, donc nous sommes aujourd'hui réunis pour le 25e déjeuner jeunes chercheuses du LABEX Futur Urbain, hein. Je rappelle qu'on organise ces déjeuners une fois par mois et que ça permet à des doctorantes, des doctorants ou des jeunes docteurs ou des post-doctorants de venir présenter tout ou partie de leur recherche. Donc aujourd'hui, on est très heureux que le groupe Métiers en ville puisse proposer un déjeuner jeunes chercheurs, hein. Ce groupe a été refondé récemment. Rémi Demouliard va peut-être y revenir en introduction. Et puis on est aussi très heureux de pouvoir accueillir une jeune doctorante, Émilie Kathleen Egan, qui est donc doctorante au laboratoire analyse comparée des pouvoirs de l'université Gustave Eiffel et qui est inscrite en co-direction avec Serge Weber et puis une géographe de l'université de Birkbeck à Londres, Rosie Cox. Donc je vais laisser plus en détail Rémi présenter Émilie, hein, qui est juste en début de doctorat. Je dirais simplement que le sujet sur lequel elle travaille, hein, c'est-à-dire les séjours au pair au sein de deux métropoles, Londres et Paris, ce sont des sujets qui sont très très neufs pour le LABEX Futur Urbain, qui sont au croisement de bonjour Sophie, qui sont au croisement de questions qui intéressent le LABEX depuis très longtemps, hein. Les questions migratoires, bien entendu, les questions de genre, et puis également les formes de travail contemporains, leur évolution dans dans la ville actuelle, qu'elle soit française ou qu'elle soit étrangère, en l'occurrence Londres. Nous sommes à l'échelle du LABEX Futur Urbain en train de réfléchir à notre atterrissage, puisque le LABEX Futur Urbain s'arrête en décembre 2024. Et on réfléchit à des formes de testament à la fois scientifiques et puis aussi des testaments grand public. Testament sur la manière dont la recherche urbaine récente, hein, depuis une dizaine d'années, réfléchit sur le futur des villes. Alors il y a bien sûr l'évidence des questions environnementales, hein, des questions climatiques qui nous a beaucoup occupés. Mais je crois que l'ADN du LABEX Futur Urbain, c'est de mettre aussi en avant le fait que les villes sont habitées, habitées par des groupes sociaux, par des générations différentes. Et les questions sociales sont logiquement mises en avant par beaucoup de groupes du LABEX Futur Urbain. Et donc, je remercie Sophie Blanchard du groupe JEDI, hein, Justice, Espace, Discrimination, Inégalité, d'avoir accepté de jouer la modération. Alors j'ajoute comme autre raison intéressante pour ce déjeuner jeunes chercheurs, le fait que la question des jeunes aujourd'hui est devenue une question très problématique, enfin du moins problématique pour les boomers comme moi qui s'interrogent beaucoup sur la manière dont les jeunes abordent les questions de formation, hein. C'est un secret pour personne, il y a une crise des vocations doctorales. Il y a aussi une crise qui est très très manifeste sur la conduite du doctorat et l'achèvement du doctorat. On sent qu'il y a beaucoup de jeunes doctorantes qui sont en souffrance par rapport à ça. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui peut-être de faire un pas de côté à travers une autre type de population, les jeunes au pair, pour pouvoir aborder cette question de manière un petit peu différente. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Rémi Desboulières qui va faire l'introduction scientifique et présenter peut-être le travail d'Émilie Egan. Merci Loïc. Alors bonjour à toutes et à tous. Comme je disais tout à l'heure, je m'excuse par avance si je dois me déconnecter quelques minutes avant la fin du séminaire, puisque j'enchaîne sur une surveillance de partiel. Donc on est très heureux au GT Ville et Métiers de pouvoir avoir Émilie Egan qui nous présente son travail. Donc son projet de thèse actuellement s'appelle Le séjour au pair, échange culturel ou véritable travail domestique, une enquête sur les réalités du séjour au pair à Paris et à Londres. Donc le travail qu'elle va vous présenter, il est encore en cours de construction puisque Émilie termine sa première année de doctorat, même si elle a déjà conduit des premiers terrains, notamment à Londres. Et surtout, en fait, les questions et les hypothèses qu'elle a posées au fondement de son projet de recherche, à mon sens, sont féconds et peuvent déjà inviter en fait à des discussions assez riches. Alors, les recherches d'Émilie, elles nous intéressent beaucoup au GT Ville et Métiers, même si ça peut sembler de prime abord assez surprenant, que jeune fille ou jeune homme au pair, est-ce que c'est un métier? C'est pas forcément l'image qu'on en a, et ce n'est peut-être pas la manière même dont les intéressés se représentent le séjour au pair. Bon, il est plutôt vu en général comme une étape dans un parcours de vie ou dans un parcours d'études.
Pourtant, cette position au pair, elle mobilise des compétences, non seulement des compétences linguistiques qu'on vise à consolider, mais aussi des compétences assez larges en puériculture, en animation, en appui à la vie familiale. Et que ce soit ou non un métier, c'est assurément en tout cas un travail. Et c'est là une hypothèse centrale, en fait, posée par Émilie. Alors, ces recherches, elles sont de ce fait très liées, en fait, à ce qui nous occupe au GT Ville et Métiers. Et elles croisent, en fait, les questionnements de notre GT sur au moins 3 points que je vais identifier avant de laisser la parole à Émilie. Le premier point d'intérêt, c'est la question des limites du travail. Puisque, comme on vient de le voir avec la question de est-ce que c'est un métier, il y a vraiment un enjeu scientifique et même au-delà, un enjeu probablement politique, avoir du travail là où, a priori, il ne semble pas y en avoir. Et donc, à identifier les zones grises du travail, le travail informel, mais aussi ici le travail domestique et dans la sphère domestique. Alors, le travail domestique accompli par les femmes, il a été déjà mis en évidence par le féminisme matérialiste. Euh, il y a aussi eu pas mal d'études, enfin de plus en plus en tout cas, sur les professions liées à la sphère domestique, à la prise en charge des enfants. Mais le séjour au pair reste en grande partie un point aveugle dans ces questionnements, et tout particulièrement en France notamment. Alors un deuxième point d'intérêt que je voudrais repérer, c'est la question des espaces du travail, puisqu'ils sont très présents dans le sujet d'Émilie. Ce point, il est très lié au précédent, la question des limites, puisque la ligne de partage entre ce qu'on définit couramment comme du travail, d'une part, et le reste, cette ligne, elle a une forte dimension spatiale, puisque à l'échelle micro-locale, tout le problème de l'espace de travail des jeunes au pair, c'est que cet espace de travail se confond avec un espace d'habitation, avec un espace de vie familiale, avec un espace qui est régi par des règles qui ne sont pas celles d'un espace de travail conventionnel. Il y a donc un grand intérêt à étudier comment les jeunes au pair pratiquent, habitent et s'approprient cet espace comme un espace de travail. Une autre échelle de lecture, toujours sur la question de l'espace, c'est l'échelle des aires métropolitaines, qui est aussi décisive. Là, il s'agit de voir comment le recours à des jeunes au pair s'inscrit dans une reconfiguration des espaces de travail et de vie personnelle et familiale, à l'heure de profondes transformations dans les spatialités du travail, l'augmentation de l'emploi féminin, l'allongement et la complexification des temps des trajets de la mobilité quotidienne. Donc, il importe aussi de voir comment le travail au pair s'inscrit aussi dans ces questions qui sont d'échelle métropolitaine. Le dernier point que je voulais mettre en avant, c'est la question du lien entre travail et migration, qui nous intéresse aussi dans notre GT. Euh, Puisque si on peut considérer l'emploi au pair comme une forme de migration plus ou moins temporaire, l'enjeu dès lors, c'est de comprendre aussi dans quelle mesure ce travail permet pour les personnes concernées l'accomplissement de trajectoires migratoires, en quoi les pratiques qu'ont les au pairs de l'espace domestique et aussi à une autre échelle de l'espace urbain, en quoi ces pratiques leur permettent d'accéder à des ressources qui leur permettent de s'ancrer dans le pays ou et la ville de destination, ou aussi de préparer, de collecter, enfin d'engranger des ressources pour la suite de leur parcours, y compris dans la perspective d'un retour vers leur pays d'origine ou d'une poursuite de leur trajectoire dans d'autres pays. Donc, c'est avec tous ces questionnements en tête que j'écouterai Émilie Egan avec grand intérêt. Je la remercie d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. À l'issue de son exposé, donc la modération des échanges, la discussion sera assurée par Sophie Blanchard, que je remercie aussi chaleureusement d'avoir d'avoir accepté d'être ici avec nous. Donc, on t'écoute, Émilie. Merci. Parfait, merci. Alors, je vais juste partager mon écran. C'est bon. C'est bon, vous l'avez en plein écran. Ok, super. Oui, c'est bon. Donc, merci beaucoup et enfin bonjour à tous déjà. Et donc, merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir discuter de mes recherches au sein du déjeuner jeunes chercheurs du LABEX.
Donc, pour continuer un petit peu l'introduction de Rémi, je vais rapidement présenter mes recherches et enfin, vous expliquer comment j'en suis arrivée à mon sujet de thèse et donc à faire la présentation d'aujourd'hui. Donc, comme ça a été dit, je suis en première année de thèse de géographie, dirigée par Serge Weber au laboratoire ACP et co-encadrée par Rosie Cox, qui est professeure de géographie à Birkbeck, Université de Londres, et qui est spécialiste sur l'étude du séjour au pair. C'est un domaine qui est très peu recherché, donc il y a très peu de spécialistes, mais Rosie, ça en est une des spécialistes. Donc ma thèse, qui est intitulée provisoirement Le séjour au pair au sein de 2 métropoles mondiales, une étude comparative en France et en Angleterre, s'intéresse à la place qu'occupe le séjour au pair dans les études migratoires, les études du travail domestique et la place qu'occupe le jeune au pair dans le pays d'accueil. Donc j'ai commencé à m'intéresser au séjour au pair en master de géographie sociale lors de mon mémoire de recherche qui a porté sur l'échec de la réglementation du séjour au pair en France. Lors de cette recherche qui est née d'une expérience personnelle, j'ai été agréablement surprise par la facilité d'accès au terrain. Donc en effet, après une diffusion dans les groupes Facebook pour les jeunes au pair en France, j'ai eu 150 réponses à mon questionnaire avec environ 90 personnes qui étaient prêtes à me rencontrer pour un entretien. Donc, puisque ce n'était qu'un travail de mémoire de recherche, j'ai réalisé 30 entretiens en moyenne 2 heures qui ont porté sur leur expérience au pair, leur parcours migratoire et leur installation en France. Et donc, j'ai poursuivi en thèse en ouvrant mon terrain à Londres. Donc, cette facilité d'accès au terrain est, selon moi, due à 2 choses en particulier. La première étant le fait que jusqu'à présent, il y a eu très peu de recherches sur le séjour au pair, que ce soit dans le cadre académique ou réglementaire. C'est donc pour ces jeunes souvent la première fois qu'on s'intéresse à eux et aux choses souvent difficiles qu'ils ont vécues en tant que jeunes au pair. Et donc la deuxième chose qui a une importance non négligeable est mon statut d'ancienne fille au pair. Donc moi, je suis arrivée en France en 2015 en tant que jeune fille au pair, en région parisienne. Et donc, cette expérience d'ancienne fille au pair me pousse à avoir plein de réflexions sur mon objectivité, notamment par rapport au sujet. Mais la proximité à mon terrain me permet d'avoir une relation approfondie avec les enquêtés. Donc, pour l'instant, mes enquêtés ne sont que les jeunes au pair. Pas que je ne m'intéresse pas aux familles d'accueil, mais là, depuis le master, j'ai beaucoup de difficultés à accéder à cette partie de mon terrain. Donc, mes recherches proposent une étude comparative entre les séjours au pair en France et en Angleterre. Et afin de délimiter mon terrain, j'ai décidé de me concentrer sur les capitales de ces 2 pays. Le choix de ces 2 pays d'accueil peut se résumer à 2 choses notamment. Tout d'abord, pour combler un manque de recherche sur ces terrains. En effet, le séjour au pair en France, tout simplement, et en Angleterre, dans le contexte post-Brexit, restent 2 terrains très peu étudiés. Et la deuxième raison pour laquelle je fais une étude comparative entre ces 2 pays est leur statut de réglementation gouvernementale divergent. Donc, on a d'un côté la France qui a mis en place un programme officiel au pair et qui tente de faire respecter la réglementation européenne à laquelle elle est affiliée depuis 1970. Donc, c'est l'accord européen sur le placement au pair. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Et qui a mis en place un visa au pair en 2018, justement pour essayer de faire respecter un maximum la réglementation. Et de l'autre côté, nous avons l'Angleterre qui a décidé d'abandonner leur programme gouvernemental en 2008. Donc, c'est un pays qui n'a pas signé l'accord européen, mais qui avait un programme qui s'y rapprochait. Et donc, jusqu'au Brexit, c'était un pays qui accueillait en majorité des jeunes européens qui n'avaient pas de visa.
Et donc, dans le contexte post-Brexit, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir comment les jeunes continuent à utiliser le programme et continuent à pratiquer cette migration. Et donc, pour commencer dans le gros de ma présentation, je vais vous faire une petite contextualisation du séjour au pair afin que vous puissiez comprendre pourquoi j'estime que cela est un véritable travail invisibilisé. Donc, le séjour au pair... ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous en parler de ces cas. Je ne vais pas rentrer dans le grand détail, mais je trouvais quand même que c'était intéressant de vous les proposer. C'est des cartes donc, que j'ai réalisées en master. Les cartes mises à jour, c'est toujours en cours de réalisation et j'espère les avoir terminées cet été. Mais c'est des cartes qui montrent là où se situent les familles d'accueil en France et donc qui expliquent pourquoi en partie je m'intéresse à Paris. Donc, on peut voir quand même qu'il y a une concentration des familles d'accueil en région parisienne, mais on peut également observer une concentration de familles en Côte d'Azur et à la frontière franco-suisse. Et donc, les informations, les statistiques que j'ai pu trouver pour produire ces cartes, donc c'était moi qui a dû relever toutes les données d'un site de placement, un des sites de placement principaux en France, donc c'est aupairs.com, puisqu'il n'y a pas de statistiques sur les jeunes filles au pair. En fait, la majorité des jeunes qui utilisent le programme n'utilisent pas forcément les voies officielles, encore moins en Angleterre, puisqu'il n'y a pas de voie officielle. Et donc, c'est très, très difficile de savoir exactement combien de jeunes il y a, peu importe le pays. Donc là, c'était vraiment pour voir un petit peu les familles d'accueil. Donc, pour vous présenter la contextualisation et l'évolution du séjour au pair dans le monde, on peut observer notamment 3 vagues. Donc, je vais vous expliquer. Donc, le séjour au pair n'est pas un phénomène nouveau. Les premières versions du placement au pair datent de la fin du 19e siècle, lorsqu'un grand nombre de jeunes femmes suisses quittent leur pays pour travailler dans les grandes villes européennes. L'Église étant soucieuse de la moralité de ces jeunes femmes, les a encouragées à vivre avec des familles d'accueil locales. Cette initiative avait pour but non seulement de protéger les jeunes femmes, mais leur permettait également d'accueillir des compétences ménagères. C'est avec le placement de jeunes femmes suisses germanophones dans des familles francophones que les éléments d'apprentissage de langue et d'échange culturel sont développés. Ces femmes ne pouvaient pas être traitées comme des employées domestiques et par conséquent ne recevaient pas de salaire. Elles étaient accueillies dans des familles bourgeoises qui cherchaient des femmes de statut social similaire pour s'occuper de leurs enfants. Elles étaient donc à égalité avec les familles qui les accueillaient, d'où le concept au pair. La deuxième version du séjour au pair peut être observée lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'un nombre de plus en plus important de jeunes femmes européennes cherchaient à partir à l'étranger pour travailler. Ces jeunes femmes considéraient le séjour au pair comme l'occasion parfaite pour aller à l'étranger afin d'améliorer leurs connaissances linguistiques et culturelles dans notre pays. Elles devaient être traitées comme un membre de la famille par les familles d'accueil et en échange de travaux ménagers légers et de garde d'enfants, ces jeunes femmes étaient logées, nourries et blanchies. Le séjour au pair s'est transformé à cette période, passant d'un échange entre familles d'accueil et au pair d'un même statut social à un échange entre tous ces statuts sociaux. Cet élargissement des statuts sociaux était accompagné par un élargissement des pays envoyant les jeunes filles au pair. Et donc, on en est arrivé à 1969, où on a des dizaines de milliers de jeunes femmes qui pratiquaient le séjour au pair à travers l'Europe. Et donc, il a incité le Conseil de l'Europe à promulguer un traité pour régler ce problème international du développement incontrôlé de ces migrations temporaires, connu sous le nom de l'accord européen sur le placement au pair. Donc, c'est avec la création de l'accord européen sur le placement au pair de 1969 que la troisième version du séjour au pair a vu le jour.
Et donc là, on peut observer 3 changements majeurs avec l'arrivée de cette 3e version. Mais avant de rentrer dans les changements majeurs, je voudrais quand même juste vous expliquer rapidement ce qu'est l'accord européen sur le placement au pair. Donc c'est un accord qui est présenté en 22 articles. Ce sont les articles 2 à 11 qui définissent le séjour au pair. Et selon l'accord, un jeune au pair est une personne âgée de 17 à 30 ans qui sera accueillie dans une famille en contrepartie de certaines prestations. Ce placement est temporaire avec une durée maximale de 2 ans et a pour but l'apprentissage de la langue et de la culture du pays d'accueil pour le jeune au pair. Le jeune au pair est logé et nourri et peut effectuer de l'aide à domicile dans la limite de 5 heures par jour, avec au minimum 1 jour de repos par semaine, dont un dimanche par mois. Le jeune au pair est dans l'obligation de conclure un accord avec la famille d'accueil, qui a pour but de définir les conditions dans lesquelles le jeune au pair partagera sa vie avec la famille d'accueil. Étant donné que le jeune au pair n'appartient ni à une catégorie d'étudiants, ni à une catégorie de travailleurs, l'accord vise à donner à l'au pair une protection sociale adéquate, inspirée des principes énoncés dans la Charte sociale européenne. À ce jour, l'accord a été signé par 13 pays et ratifié par 6 d'entre eux. À l'échelle de l'Europe ou encore à l'échelle internationale, ceci peut paraître peu, mais il faut comprendre que cet accord a également influencé le programme au pair dans les pays non signataires qui ont basé leur programme sur l'accord, dont l'Angleterre, dans le cadre qui nous intéresse. Donc, pour ce qui est des changements qui ont été observés avec la 3e vague du séjour au pair, donc, qui est encore en place aujourd'hui, c'est tout d'abord l'origine des jeunes filles au pair. Donc, notamment avec de plus en plus de jeunes filles qui parviennent de pays non membres de l'Union européenne ou l'espace économique européen, en particulier ceux d'États économiquement défavorisés. Ce basculement d'un échange intra-occidental pour les filles de la classe moyenne vers une migration économique des pays post-socialistes d'Europe centrale et orientale ou d'Asie du Sud-Est vers l'Europe occidentale peut être notamment observé depuis le début des années 90. Ces jeunes femmes sont donc souvent des étudiants ou des diplômés qui, malgré leurs diplômes élevés, n'ont pas accès ou ont un accès difficile à d'autres moyens de migration. C'est avec l'arrivée des jeunes filles venant des pays d'Asie, d'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Europe de l'Est que nous pouvons observer des inégalités sociales entre les jeunes filles au pair et leurs familles d'accueil, et donc le début de l'abus du système au pair. Le deuxième changement du séjour au pair est le fait que le séjour est devenu un des principaux modes de garde d'enfants. Ce remplacement de la garde d'enfants classique vers l'utilisation du programme au pair est principalement dû à 2 choses. Premièrement, le passage d'un programme au pair pour les familles bourgeoises à un programme au pair maintenant abordable pour la classe moyenne. Le programme au pair est donc passé d'un programme d'échange culturel à un mode de garde d'enfants peu cher. Deuxièmement, le programme au pair est devenu un mode de garde d'enfants flexible pour les familles, avec un nombre de mères actives de plus en plus important. Les mères commencent à quitter la maison pour travailler, un phénomène que Saskia Sassen appelle les ménages professionnels sans épouse. Donc, ces femmes actives quittent le foyer, laissant la place à une jeune étrangère sous la forme d'une jeune fille au pair. Et donc, étant donné que la jeune fille au pair est accueillie dans la famille, ceci permet aux familles d'avoir beaucoup plus de flexibilité qu'avec la garde d'enfants traditionnelle. On n'a pas besoin d'aller récupérer son enfant à 17h pile. Si on arrive à la maison à 17h15, la fille au pair sera toujours à la maison. Et donc, le 3e changement majeur du séjour au pair est la perversion du programme original. Alors que les organismes officiels diront que le programme au pair reste un programme d'échange culturel, en réalité, nous pouvons observer que les jeunes filles au pair sont devenues des employés de maison. Donc, selon Geneviève Fraisse, dans plusieurs de ses travaux, vers la fin des années 1970, malgré un refus de la part des organismes officiels, les jeunes au pair étaient l'un des 3 figures d'employés de maison, à côté des travailleurs domestiques à temps plein et les femmes de ménage. Alors que certaines personnes utilisent toujours le programme au pair pour voyager, accueillir de l'expérience et apprendre une langue, d'autres sont sous-payés, travaillent sans papier ni les droits nécessaires et constituent le moyen le moins cher d'embaucher des services domestiques à temps plein.
Il est quand même important de noter que ce n'est qu'en 1993 que les hommes pouvaient faire partie de ce programme et restent encore aujourd'hui très peu représentés. Donc là, ça pose la question du vocabulaire à utiliser quand on fait référence aux jeunes. Faut-il continuer à parler des jeunes filles au pair, car comme dans tout travail domestique, c'est un domaine qui est particulièrement féminisé, ou au contraire, faut-il parler de jeunes au pair de manière plus neutre, afin de ne pas effacer les jeunes hommes qui font partie du programme, mais qui se trouvent souvent en grande difficulté pour trouver un placement en raison de leur genre. Donc, pour l'instant, j'ai tendance à privilégier le terme neutre de jeune au pair, mais je serais vraiment ravie qu'on en parle à la fin de la présentation pour avoir un petit peu vos avis dessus. Donc maintenant que je vous ai proposé un contexte rapide, qui n'était pas vraiment si rapide que ça, de ce qu'est le séjour au pair, je vais rentrer dans les deux grandes thématiques de mes recherches dans la domaine de la géographie du travail, qui sont le refus à tort du séjour au pair comme séjour de travail et les diverses frontières floues du travail au pair. Donc tout d'abord, le refus de reconnaître le séjour au pair comme du travail. Ceci est fait à partir des conditions du séjour au pair, mais aussi du vocabulaire qui a été très stratégiquement choisi. Donc, comme je vous l'ai déjà dit et comme le titre de la présentation l'indique, le séjour au pair n'est pas considéré comme du travail, mais comme un échange culturel, malgré la nature des tâches qui sont effectuées. Le statut des jeunes au pair est difficile donc à repérer. Les jeunes se sentent souvent prises entre membres de la famille et employés de la famille. Même pour ce qui concerne la réglementation, il est indiqué que le jeune au pair n'est ni étudiant, ni travailleur, ni touriste. En fait, ils n'ont pas de statut. Alors que les acteurs principaux du séjour au pair se trouvent douteux quant à la définition de jeune au pair, la réglementation reste claire. Donc, le but principal du séjour au pair est l'échange culturel. L'accord européen sur le placement au pair présente le séjour au pair dans l'article 2 de l'accord, et donc je vais vous citer comment il le présente. Donc, ils disent que le placement au pair consiste en l'accueil temporaire au sein de familles, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et éventuellement professionnelles, et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour. Donc le séjour de l'au pair a donc pour but l'apprentissage de la langue et de la culture du pays à travers une immersion complète dans une famille d'accueil, en échange de garde d'enfants et de tâches ménagères légères. Le but principal de cette idée d'échange culturel est d'éloigner le séjour au pair de la sphère du travail domestique. L'accord européen sur le placement au pair et les pays signataires cherchent activement à dénoncer le programme au pair comme source de travail. Donc, et là, c'est là où on voit le vocabulaire qui est très intéressant, car les jeunes au pair n'ont pas d'employeur, mais une famille d'accueil. Tout en assurant la garde d'enfants et les tâches ménagères légères, les jeunes au pair ne viennent pas travailler, mais partagent la vie de la famille d'accueil. Ils ne travaillent donc pas, mais s'acquittent de tâches familiales quotidiennes pour lesquelles ils ne perçoivent pas de salaire, mais d'argent de poche. Et dans le cas des placements réglementés, le jeune au pair ne signe pas un contrat avec la famille, mais une convention de placement. Ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est le changement de discours en ce qui concerne le travail du jeune au pair vis-à-vis des familles d'accueil. Donc les familles d'accueil sont généralement peu motivées à prendre un jeune au pair pour un pur échange culturel. Les familles d'accueil sont souvent plus motivées par l'aspect du travail domestique abordable et flexible qui accompagne l'échange culturel. Donc on peut observer ce changement de discours notamment chez les agences et les sites de placement. Alors que les agences et les sites de placement essayent d'attirer des candidats avec des slogans favorisant les échanges culturels, ils présentent une image très différente aux familles d'accueil potentielles en proposant un jeune au pair comme solution à la tâche difficile d'équilibrer la vie professionnelle et la vie de travail. La vie de famille. Donc, pour confirmer cette idée-là, j'ai regardé les slogans du site de recrutement principal dans le monde Au Pair World et aussi le principal agence de placement en région parisienne, Au Pair Service. Et donc, pour vous montrer,
On peut voir que sur le site de l'agence Europère Service, on peut observer donc un changement radical dans le discours sur le séjour au pair. La page pour les jeunes au pair présente l'échange culturel avec le discours « Voulez-vous améliorer votre français et découvrir l'art de vivre à la française ?» alors que la page pour les familles d'accueil qui présente le jeune au pair comme aide à domicile. Et là, ils disent « Débordés par vos activités, faites appel à un au pair qui saura être un aide pour vous. » Le même phénomène peut être observé sur le site de placement Au Pair World, alors que ce changement de discours est quand même moins radical que sur le site de Europair Service. On peut quand même observer une disparité entre les deux discours. Alors que la page pour devenir jeune au pair met en avant l'échange culturel. Rêves-tu de t'immerger dans une nouvelle langue et culture au sein d'une famille d'accueil? La page pour devenir famille d'accueil met en avant l'aide à domicile. En accueillant un jeune au pair chez vous, vous découvrirez la gestion optimale de la vie familiale. Alors que les acteurs officiels de placement insistent sur le fait que le séjour au pair n'est pas un travail, mais un échange culturel, les jeunes au pair ne le voient pas comme tel. Il était intéressant de remarquer que lors de mes entretiens que j'ai pu avoir pour l'instant, tous mes enquêtés m'ont parlé de leur travail au pair. J'ai fait exprès de ne jamais parler de travail et d'employer les termes qui sont utilisés par l'accord européen afin de ne pas influencer le discours de l'enquêté. Mais sans aucune exception, mes enquêtés m'ont toujours parlé de leur séjour comme un travail. Ces réflexions me font donc poser des questions sur la définition du travail et les enjeux de refuser de reconnaître une activité comme étant du travail. N'ayant pas d'attente réaliste sur leur séjour à venir, les jeunes se trouvent souvent dans des situations délicates qui les ouvrent à la précarité et à l'exploitation. L'absence de frontières fixes entre travail et repos, ce qui est encore plus remarquable chez les jeunes qui habitent chez leur famille d'accueil, puisqu'il y a quand même, notamment à Paris, des filles au pair ou des hommes au pair qui habitent dans les chambres de bonne, pas dans les appartements de la famille. Donc, ces jeunes qui habitent sur leur lieu de travail rendent difficile et rare un séjour sans aucun rapport de force. Donc, pour la deuxième grande partie, c'est de parler des frontières de travail qui sont particulièrement floues. Il y a deux types de frontières à laquelle je m'y intéresse pour l'instant. C'est la frontière entre temps de travail et temps de repos, et aussi la frontière entre espace de travail et espace de repos. Donc, la première frontière à laquelle je m'intéresse, c'est la frontière entre temps de travail et temps de repos. La particularité avec le séjour au pair est le fait que le jeune au pair est censé faire partie de la famille pendant qu'il est logé chez eux. Ce rôle de membre de la famille est censé être bénéfique pour le jeune au pair, mais finit souvent par le pénaliser. En étant membre de la famille, le jeune au pair doit souvent aider à la maison comme s'il était membre de la famille. Ceci fait que les jeunes au pair ne savent pas quand ils travaillent et quand ils ne travaillent pas. Ce manque de délimitation stricte des moments de travail et des moments de repos reviennent dans une grande partie des enquêtes sur le séjour au pair. Mes enquêtés ont également vécu ceci, notamment avec une de mes enquêtées anglaises qui m'a dit, et donc je cite, « Eh bien, la mère encourageait activement les enfants à passer du temps avec moi le soir, ce qui est mon temps libre, et le dimanche matin. Les parents partaient sans rien dire et je devais m'occuper des enfants pendant mon jour de congé. Je l'ai fait. Je ne sais pas s'ils étaient d'accord pour laisser les enfants seuls, mais je ne l'étais pas. Je me sentais responsable pour eux. » Plusieurs enquêtés ont exprimé ce sentiment, mais aussi le sentiment que toute leur énergie devait aller à la famille d'accueil. Notamment ceux qui ont fait le choix de faire des études à côté, alors que c'est une des conditions du programme Au Pair en France particulièrement. Donc, une autre de nos enquêtées américaines a exprimé ceci, et donc là encore une fois, je cite, elle m'a dit « Je ne pouvais même pas me concentrer sur l'école. Toute ma journée devait être centrée autour d'eux. Quand j'ai commencé la nouvelle année scolaire, mon emploi du temps de la fac et mon emploi du temps au pair ne correspondaient pas. Alors, mon père d'accueil a envoyé un email à tous mes professeurs pour demander à ce que les cours changent de créneau. C'était totalement ridicule. » Contrairement à donc ces deux enquêtés qui ne sont pas les seuls deux enquêtés qui ont exprimé ces sentiments, j'ai eu qu'une seule enquêtée qui a mis des limites strictes sur son travail, ce qui n'a pas été très bien reçu par sa famille d'accueil.
Donc là, elle m'a dit, et là, c'est encore une fois une enquêtée américaine, qui m'a dit, au début, ils demandaient un babysitting supplémentaire, et j'ai dit, bien sûr, quel est votre tarif? Ils ont été pris au dépourvu, et la mère était en colère. Mais je veux faire respecter mon contrat. Une des choses enfin, une des anecdotes que je trouve quand même assez parlante, c'est un des points qui attire les familles d'accueil à utiliser le programme, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que le jeune au père est censé garder les enfants jusqu'à 17h, de travailler jusqu'à 17h. Par contre, étant donné qu'ils vivent avec la famille, si l'enfant à 19h30 demande à la jeune fille au père ou au jeune homme au père de venir jouer avec eux, la jeune fille au père ne peut pas refuser. Moralement, la jeune fille au père ne peut pas refuser. Par contre, quand la fille au père joue avec l'enfant avant 17h, c'est son travail. Mais quand elle joue avec l'enfant après 19h30, ce n'est plus du travail. Donc, en fait, ça renvoie à un sentiment d'avoir toujours l'impression que le jeune au père est en train de travailler. Donc, pour comprendre ceci, parce que c'est une de mes grandes réflexions, c'est d'essayer de comprendre cela, on peut réfléchir à la notion de l'économie morale. Donc, c'est un concept qui a été développé par l'historien marxiste E.P. Thompson en 1971, qui avait pour but d'étudier l'histoire économique par les yeux des classes populaires. On pourrait se demander en quoi ça renvoie au travail domestique, mais il y a un courant de l'économie morale dans le travail domestique qui compare cela à l'économie du don, car l'aspect moral de cette économie est compris comme ayant un but autre que le profit monétaire. Donc, dans le cadre du travail dans la sphère domestique, le contrat de travail est accompagné par un contrat moral non écrit. L'économie morale du travail domestique repose sur les notions de devoir, de gratitude, d'altruisme et de responsabilité familiale. Ce terme particulier implique que les jeunes au pairs, considérés comme des membres de la famille, considèrent souvent leur récompense pour aider avec les enfants et les tâches ménagères légères, non en termes monétaires, mais plutôt dans les termes de monnaie morale, qui englobe une intégration réussie dans la famille, l'appréciation et la reconnaissance. La deuxième type de frontière, parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Ah oui, je t'ai rapidement terminé. Donc, la deuxième frontière, c'est la frontière entre l'espace de travail et l'espace de repos, ou les enjeux de vivre sur son lieu de travail. Donc, une des particularités du séjour au pair, c'est habiter avec sa famille d'accueil, ou, comme le considère une bonne partie des enquêtés, son employeur. Habiter avec son employeur est accompagné par l'exigence de s'habituer aux habitudes de l'employeur. Ceci peut signifier le port d'un uniforme au travail, passer à la douche quand cela convient à la famille, suivre le même régime alimentaire que la famille, etc. Alors qu'on peut imaginer que ce soit assez rare que les familles d'accueil exigent le port de l'uniforme par leur jeune au pair, une de mes enquêtées anglaises a quand même exprimé un sentiment assez similaire. Donc là, je cite encore une fois, elle m'a dit « Je ne me suis jamais sentie à l'aise avec eux dans mes pyjamas, par exemple. Quand je me levais le matin, je me préparais avant d'aller les voir. J'ai toujours senti que je devais être productif avec eux. Je ne pouvais pas juste passer une journée de feignant. » En plus de ce que j'ai pu voir là dans cet entretien avec la jeune fille au pair anglaise, je vois régulièrement apparaître dans les groupes Facebook pour les jeunes filles au pair et les familles d'accueil des questions qui se posent sur les exigences vestimentaires, notamment le port de maillot de bain quand la jeune fille au pair accompagne les enfants à la piscine ou à la mer. Donc, c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement, donc qui renvoie à cette idée de l'exigence d'un port de l'uniforme. On peut également observer un sentiment d'intrusion de la part du jeune au pair sur le temps de famille, que ce soit les moments de famille pendant les jours de repos ou les moments de couple entre les parents et les parents quand les enfants sont couchés. Donc, ceci peut nous renvoyer au phénomène de la fabrication de la maternité de MacDonald et la marginalisation du jeune au pair, qui doit disparaître quand les parents rentrent du travail.
Une des principales conséquences de vivre sur son lieu de travail, qui peut être observée dans le séjour au pair, est l'impossibilité d'approprier sa chambre afin de créer un chez-soi. Donc, il y a une enquête très intéressante qui a été faite par Zuzana Burikova sur les chambres des jeunes au pair. Et elle montre, en fait, cette étude montre une absence de sentiment d'être chez soi de la part des jeunes. Donc, j'ai pu confirmer ceci dans mes enquêtes, que ce soit à cause du fait que leur chambre soit trop à proximité de celle d'un autre membre de la famille, nuisant à l'intimité du jeune, ou simplement à cause de l'impossibilité de s'installer comme souhaité dans la chambre. Donc, j'ai eu le cas d'une de mes enquêtées espagnoles en Angleterre qui m'a expliqué qu'elle a été demandée de retirer une carte postale qu'elle avait accrochée sur le mur dans sa chambre par sa mère d'accueil qui était décoratrice intérieure. Donc, en fait, il y a une impossibilité d'approprier l'espace et de s'installer comme on le souhaite. Et donc, il y a un manque de sentiment de chez soi. Dans quasiment tous les cas, quand je leur ai demandé s'ils se sentaient chez eux dans la famille d'accueil, ils me disaient systématiquement non, qu'ils sont chez leur employeur. Donc, pour conclure vraiment très, très rapidement, donc là, je vous ai mis un petit peu la bibliographie. Alors, ça en fait beaucoup, mais pour que vous voyez un petit peu certaines références qu'on peut trouver dans l'étude du séjour au pair. Je voulais, donc pour conclure, évoquer mes 2 grandes interpellations qui conduisent la suite de mes recherches pour éventuellement qu'on en discute après. Donc, tout d'abord, je voudrais comprendre pourquoi les jeunes se laissent faire dans les situations d'exploitation. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai particulièrement évoqué aujourd'hui, mais les conditions, les frontières floues et le refus de considérer le séjour comme travail ouvrent les jeunes à de l'exploitation. Il y a une très grande dépendance des jeunes au pair vis-à-vis des familles d'accueil qui les ouvrent encore une fois à l'exploitation. Une grande majorité de mes enquêtés ont vécu de l'exploitation sans forcément qu'ils en soient conscients. Il y en a beaucoup qui ont évoqué le fait qu'ils dépassaient largement les 25 ou 30 heures de travail autorisées, sans être payés plus pour autant. D'autres ont évoqué des mois sans argent de poche ou des semaines sans jour de repos. Cependant, à la fin de chaque entretien, je demande à mes enquêtés, parce que c'est quelque chose qui est très courant dans la recherche sur le séjour au pair, de demander aux enquêtés s'ils conseilleraient le programme au pair aux autres. Et ils disent en grande majorité oui, car malgré les épreuves surmontées, ils sont fiers d'avoir réussi le séjour au pair. Je voudrais quand même souligner que contrairement au discours qu'on peut entendre, le fait de passer par une agence de placement, donc un service qui est payant, ne protège pas les jeunes de ces situations, car tous les enquêtés affiliés à des agences qui m'ont évoqué des situations d'abus ont reçu aucun soutien de la part des agences, qui prennent souvent le côté des familles d'accueil. Donc, pour comprendre cela, il y a plusieurs théories possibles. Donc, j'ai évoqué l'idée de l'économie morale, mais on peut aussi réfléchir aux théories du hope labor et aspirational labor, donc l'idée que quelqu'un est prêt à subir des situations difficiles afin de faire avancer leur carrière ou leur vie personnelle. Il y a aussi donc la théorie qui est sûrement le plus parlante, c'est celle proposée par Karina Dadgas, qui explique que rester dans son placement au pair malgré des difficultés parfois sévères est un moyen pour les jeunes au pair de montrer qu'ils sont matures, que ce soit vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis de leurs proches qui ont parfois pu se douter d'eux. Alors que cette dernière théorie me paraît juste, elle ne me convainc pas totalement, donc je cherche encore à comprendre pourquoi est-ce que ces jeunes subissent cela. L'autre interpellation qui nourrit l'ensemble de ma recherche et qui m'intéresse beaucoup, c'est la manque de logique chez les acteurs officiels. Et c'est souvent la grande question. Donc, en 2016, il y a un article qui a été publié par la Commission de l'Europe sous forme de policy brief qui porte sur l'exploitation, l'abus et le trafic des travailleuses domestiques en Italie. Donc, pas du tout sur le séjour au pair. Mais dans cette étude, quand ils évoquent les caractéristiques d'exploitation et du mauvais traitement, ils ils parlent de salaires en biens, donc des gens qui sont logés et nourris, ou des salaires très bas de 400 à 600 euros, sachant qu'en France, c'est 360 euros pour les jeunes filles au pair. Donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est comment est-ce que, dans ce cas-là, des travailleuses domestiques en Italie, on peut parler d'exploitation,
mais même ceux qui sont clandestins, mais quand on parle de jeunes filles au pair, c'est normal. Voilà, donc je vous remercie, je suis désolée, j'ai débordé un petit peu, mais je vous remercie d'avoir écouté la présentation. Ben, merci à vous, Émilie, hein, c'était déjà très, très clair, c'est impressionnant, pour une première année de thèse. Bon, sans transition, je laisse la parole à Sophie Blanchard en la remerciant d'avoir accepté de lancer le débat. On a un petit quart d'heure devant nous. Alors, merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation très claire et effectivement très riche. Et merci de m'avoir proposé de modérer ce séminaire qui est extrêmement intéressant. Alors, moi, j'ai évidemment plein de questions, mais je pense qu'il est d'abord sans doute préférable de laisser la parole à celles et ceux qui voudraient la prendre. Juste peut-être pour lancer un petit peu le débat, je trouve que ta présentation, elle tourne déjà autour d'un certain nombre de questions qui sont certes celles de la géographie du travail, mais aussi des choses qui peuvent être relevées à la fois de l'étude de l'espace domestique et de la géographie de la famille, qui est un domaine extrêmement peu exploré, et de la façon dont la reconfiguration notamment des équilibres familiaux et des bornes de la jeunesse pose aussi la question du statut des jeunes filles au pair, puisque moi je peux plutôt partir de l'idée que ça c'est surtout des femmes. Et voilà, je trouve que ça suscite énormément de questions très intéressantes. Et si ça vous va, je commence par donner la parole à qui veut la prendre dans cette salle virtuelle. Mais je ne sais pas comment vous faites d'habitude, donc c'est une suggestion. Voilà, je vois que Laura s'allume. Laura, vas-y. Oui, merci beaucoup, Émilie, pour ton exposé et merci pour l'organisation de cet événement. J'ai trouvé ça très, très intéressant aussi, ce que tu as présenté. Et je réfléchissais à des axes de discussion possibles, surtout sur les derniers points que tu as évoqués, à chercher des théories qui permettraient d'expliquer pourquoi ces jeunes acceptent ces situations-là. Et en complément de ce que vient de dire Sophie, je pense qu'il y a aussi peut-être une réflexion à avoir sur le travail des jeunes en général. Ça me fait beaucoup penser au service civique aussi, où on va mettre en place ce genre comment dire, de dispositif où on accepte que la personne elle va être moins payée que selon la réglementation en vigueur, les conventions du travail, parce qu'on considère que les jeunes sont en formation, qu'ils doivent apprendre, qui rendent un service qui rendent un service à la collectivité utile. Et donc, ce que tu disais, la justification par l'apprentissage de la langue et l'accueil, c'est un peu une logique similaire, je trouve. Donc, il y a peut-être des choses à. Je sais pas s'il y a enfin, je connais pas du tout les travaux sur le service civique, mais je pense qu'il y a peut-être des choses à creuser autour de ça. Et peut-être aussi une forme de la part des jeunes filles au pair, d'avoir intégré ce discours-là, une sorte d'aliénation aussi finalement, quoi, d'avoir intégré ce discours, c'est bien, c'est un échange culturel. Alors j'imagine que c'est très différent pour des jeunes filles des pays du Nord, pour des jeunes filles des pays du Sud, qui peut-être celles-ci, je sais pas, hein, je suppose, mais vont déjà avoir ça comme une opportunité d'avoir réussi à migrer face à la difficulté d'avoir un visa. Peut-être que pour des jeunes filles européennes ou anglaises ou américaines, c'est plutôt la langue qui va être mise en valeur, mais dans les 2 cas, elles sont confrontées à des difficultés qui font qu'elles vont accepter cette situation. Je sais pas, c'est des éléments de discussion que je lance, mais peut-être que je m'éloigne de la dimension géographique aussi, mais voilà, je pensais que notamment ces questions du service civique pouvaient être un élément de comparaison intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Alors, je crois qu'il y a une autre intervention. Ouais. Reinhard. Oui, effectivement, cette question du consentement, ça me paraît une question extrêmement compliquée, surtout si on ne veut pas l'appuyer uniquement sur quelques considérations théoriques. Enfin, il y a des gens comme assez anciens, comme Michael Buravoy, par exemple, qui ont écrit sur ces questions-là, ou même Hughes, plus récemment. Pierre Bourdieu, il a fait un petit 2 pages sur la question de la double vérité du travail, mais
Je pense qu'il faut plutôt chercher là du côté du travail domestique qui se déclare comme tel, hein, et où on trouve exactement les mêmes choses que vous évoquez dans votre exposé, c'est-à-dire cette espèce d'enrôlement dans la vie familiale et l'impossibilité pour les personnes qui sont enrôlées de s'en extraire. On trouve très probablement la même chose aussi du côté du travail soignant d'une façon générale, même si c'est dans des conditions de salaire, hein, enfin de salariés ordinaires. Comment on peut expliquer, par exemple, rationnellement que les gens qui assurent le travail à l'hôpital ou dans les EHPAD, par exemple, peuvent soutenir ce travail-là dans des conditions qui sont maintes fois dénoncées. Bref, tout ça pour souligner que c'est vraiment une question extrêmement difficile et qu'éventuellement, il faut chercher de ce côté-là. Moi, je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais ça me paraît extrêmement intéressant. Non, ouais, je sais que, enfin, c'est une des grandes questions que je me pose depuis le début des recherches et je suis pas sûre que j'en arriverai à trouver une réponse. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle puisque vraiment il y a peu de recherches qui arrivent à dire exactement pourquoi est-ce que ces jeunes acceptent cela. Je pense qu'il n'y a pas une réponse pour le dire, mais justement plusieurs différents facteurs qui peuvent l'expliquer. Alors, bah, Loïc, vas-y. Oui, bon, moi je suis aussi vraiment convaincu de la pertinence de la problématique de la thèse sur la dénonciation finalement d'une forme d'esclavage moderne, enfin, ou d'abus. Ceci dit, dans la thèse, en fait, il y a trois questions aussi qui peuvent être intéressantes. Est-ce que finalement, être jeune fille ou au père, est-ce que c'est un moyen d'accélérer l'acculturation, l'apprentissage linguistique ou pas par rapport à d'autres types d'échanges? Donc, est-ce que cette comparaison avec d'autres types d'échanges, et je pense en particulier avec Erasmus, vous avez prévu de la faire, est-ce qu'en termes de formation, est-ce que c'est une facilitation pour pouvoir suivre des études en France ou pas, parce qu'on a cru comprendre en fait dans ce que vous avez dit que les contraintes étaient extrêmement difficiles. Et puis la dernière question, peut-être la plus importante, c'est comment méthodologiquement vous allez étudier les espaces? Parce que c'est une thèse de géographie, et donc du coup, en fait, on voit bien tout l'aspect sociologie, économie morale, hein, ça c'est déjà très très clair et très très mûr, mais méthodologiquement, les espaces, au-delà de la carte postale et de l'impossibilité de s'approprier un espace personnel, quelle méthode vous avez prévue pour étudier cette dimension spatiale? Oui, donc je vais commencer avec les deux premières questions puisque ça explique aussi pourquoi l'étude comparative est pertinente. Puisque donc déjà pour ce qui est de l'apprentissage de la langue, une chose que je trouve quand même assez particulier, c'est que justement le séjour au pair, c'est fait pour que les jeunes ils viennent et ils apprennent la langue. Mais en France, les familles d'accueil utilisent le programme pour que la jeune fille au pair vienne apprendre leur langue maternelle aux enfants. Et donc, en fait, les jeunes, ils se retrouvent dans la famille à ne jamais parler français, puisqu'ils sont là pour apprendre l'anglais, pour apprendre l'espagnol, etc. C'est moins le cas en Angleterre, puisque donc, ce que j'ai pu remarquer, au moins pour l'instant, donc ça, encore une fois, ça enlève totalement l'idée de l'échange culturel. Il y a beaucoup de familles immigrées à Londres qui embauchent des filles au pair de leur pays d'accueil, justement pour garder une dimension de leur pays d'accueil pour les enfants. Ensuite, pour ce qui est de la formation, il y a donc en France, évidemment, l'université est assez facilement accessible. Et donc, on voit souvent, oui, qu'il y a des jeunes femmes qui vont suivre des cours à l'université, mais de manière générale, elles font une première année de filles au pair, là où elles vont suivre des cours de français.
donc des cours de français qui sont spécifiques aux jeunes au pair. Et puis après, elles s'inscriveront en université pour poursuivre la migration. Contrairement à l'Angleterre, où l'université est absolument inaccessible, puisque les jeunes ils doivent payer les frais d'inscription pour les étrangers, même s'ils sont sur place. Et c'est pas avec 90 livres sterling par semaine qu'elles peuvent payer les frais d'inscription à l'université. Donc là, souvent, il y en a qui vont suivre des cours d'anglais, même si en Angleterre, c'est pas obligatoire, parce qu'il n'y a pas de réglementation. Donc, c'est souvent vu comme plutôt une année sabbatique entre la sortie du lycée et avant de rentrer en université, que ce soit dans le pays d'origine, le pays d'accueil, etc. Et donc, pour ce qui est de la méthodologie, donc c'est un peu... c'est la grande question, c'est un peu le sujet qui me travaille particulièrement parce que j'en parle souvent avec Serge, c'est que j'ai l'impression que je suis en train de faire que de la sociologie. Puisqu'en fait, c'est très difficile d'accéder au terrain physique de l'espace domestique. Donc, pour l'instant, la méthodologie, c'est les entretiens, donc, je n'ai pas encore pu le mettre en place, mais les cartes mentales, etc., pour les jeunes au pair, notamment pour comprendre leur parcours migratoire, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué aujourd'hui, mais plus parce que la migration des jeunes au pair ressemble plus à une migration étudiante qu'à une migration des travailleurs. Donc, je l'ai mis un peu de côté. Mais je voudrais vraiment pouvoir faire de l'observation dans les familles d'accueil, que ce soit, donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'étude qui a été faite par Zuzana Burikova sur les chambres, elle a été dans les chambres des jeunes filles au pair, elle a pris des photos, elle a pu observer vraiment l'espace de vie de ces jeunes. Donc, pour l'instant, j'ai potentiellement une famille qui sera d'accord pour que je rentre dans leur espace. Mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai du mal à discuter avec les familles d'accueil, c'est que c'est l'espace domestique. Ils n'en veulent pas forcément de quelqu'un de l'extérieur qui fait de la recherche, qui va rentrer dans leur vie pour les étudier. Donc, j'ai pas forcément de réponse. C'est une de mes grandes réflexions du moment de comment est-ce que justement je garde bien la dimension géographique dans cette thèse. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai plein, et notamment, j'en ai une sur les trajectoires. Alors, de tout ce que tu nous as exposé, moi, je vois quand même sortir un énorme écart entre les modèles préexistants de ce que c'est qu'être au pair dans une famille et puis la réalité actuelle que tu explores et que tu dénonces. Et donc, je me demande si en essayant de réfléchir avec une approche intersectionnelle des trajectoires des jeunes au pair, il y a des éléments qui ressortent déjà dans les profils de personnes que tu as interrogées sur la question de l'âge, de l'origine, de leur motivation et de leur stratégie. C'est-à-dire, plus simplement, moi je repars de mon expérience personnelle, mais mon oncle et ma tante avaient des jeunes filles au pair danoises, charmantes, très sympathiques, il y a très longtemps, au XXe siècle. Et elles avaient toutes entre 17 et 18 ans, maximum 19. De tes extraits d'entretien, on voit que c'est des gens qui sont souvent plus âgés. Et aucune d'entre elles ne voulait faire des études en France cette année-là, mais c'était justement une année effectivement de césure, une sorte de gap year, mais pour jeunes filles, donc on ne part pas sac au dos parce que c'est trop dangereux pour une jeune femme, mais on va dans une gentille famille française.
Donc, entre ce modèle-là et puis les trajectoires de personnes qui peuvent venir de pays pour lesquels il est plus compliqué d'obtenir un visa pour la France, qui sont plus âgés, qui sont déjà dans une trajectoire d'études supérieures, j'imagine qu'il y a un énorme écart. Donc, est-ce que cette question des profils, c'est déjà quelque chose que tu vois ressortir, ou est-ce que du fait de la composition de ton terrain d'études et des groupes auprès desquels tu as enquêté, tu as plus des profils déjà un peu identifiés qui se détachent? Oui, donc c'est justement ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire juste d'identifier tous ceux qui sont intéressés par le séjour au pair, parce que c'est difficile de voir toutes les filles au pair qui sont en France. Donc, je fais des analyses des sites de placement et des profils des jeunes qui veulent venir, mais aussi des familles d'accueil. Donc, c'est encore en cours, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais il y a quand même, ce que moi je trouve très intéressant, c'est que le profil n'est pas du tout pareil en France et en Angleterre. Donc en France, de manière générale, sur les sites de placement, celles qui dominent, c'est les brésiliennes. On a aussi donc les américaines qui sortent souvent. Dans le cas de la France, on a les malgaches qui sortent beaucoup. Ce n'est pas du tout le cas en Angleterre. Par contre, en Angleterre, on va plus avoir les Philippines qui vont ressortir. Même si avec les Philippines, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu une période où le gouvernement philippin a fait arrêter les échanges au pair justement parce qu'il y avait beaucoup d'exploitation. Donc, il y a eu tout un scandale avec les Philippines. On voit aussi beaucoup la Colombie ressortir, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Donc, ça, c'est pour ce qui est des pays. Après, oui, en général, je vois deux profils. De manière générale, le séjour au pair, c'est quelque chose qui est assez peu réfléchi. C'est pas, comme disait Rémi au tout départ, c'est pas un métier. Donc, en fait, c'est pas, sauf dans des cas exceptionnels, c'est pas quelque chose qui est prévu longtemps en avance. C'est souvent les filles qui sortent du lycée et qui n'ont pas réussi à rentrer dans le programme universitaire prévu, qui ont vécu une rupture avec leur copain, qui ont vécu des choses difficiles avec la famille, et donc ils ont dit, bon, bah, j'arrête tout, je pars 1 an à l'étranger, comment est-ce que je vais faire? Bon, bah, il y a le séjour au pair. Et donc, c'est pas quelque chose qui est très réfléchi. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de jeunes qui le font parce que c'est vraiment à la sortie du lycée. Après, on a aussi celles et ceux qui sont un peu plus âgés. Et là, c'est souvent à la sortie de la licence, par exemple. C'est avant de rentrer en master ou que ce soit à la fin du master et c'est avant de rentrer dans la vie active. Donc, c'est souvent cette idée de j'ai besoin de faire une pause dans ma vie et donc je vais aller à l'étranger. Il y en a certaines qui m'ont évoqué qu'au départ, elles avaient regardé pour des séjours de bénévolat, pour faire du voyage, juste du backpacking, etc. Mais en fait, ils n'avaient pas les moyens, donc c'était le séjour au pair. D'accord. Voilà. Ok, ben merci beaucoup. On voit que c'est déjà une question sur laquelle tu travailles beaucoup. Et je crois qu'on va devoir arrêter. C'était passionnant. Et Émilie, j'aurais encore plein de questions à te poser, mais on aura l'occasion de se recroiser. Alors effectivement, le format est un petit peu calibré, hein. On essaie de pas trop dépasser parce que bon, il y a toujours des obligations après. Le but, c'est aussi de créer une forme de frustration, c'est-à-dire que d'une certaine manière, un travail comme celui d'Émilie, il est appelé à être discuté dans d'autres formes de séminaires. Je pense à Jedi ou à Ville et Métiers ou dans des séminaires de laboratoire. Moi, encore une fois, bravo, hein, parce que je trouve que en deuxième année de thèse, on sent qu'il y a déjà quand même des vraies questions. Il y a une vraie colonne vertébrale et il y a des questions à la fois scientifiques et méthodologiques. Donc, c'est très, très prometteur, hein. Ça donne envie de vous écouter au fur et à mesure de l'avancement de votre thèse. Donc, vous savez qu'en deuxième année de laboratoire ACP, les doctorantes présentent leur travail. Donc, ça sera une deuxième occasion, mais franchement, bravo. Donc, merci en fait à vous, Émilie, merci à Sophie et puis à Rémi et puis à Reinhard et puis Laura d'avoir posé des questions.
Donc je vous rappelle que ça va être mis en ligne en fait sous 24 heures hein, sur une chaîne YouTube dédiée du LabEx Futur Urbain. Donc c'est l'occasion de récupérer ce matériel, par exemple pour travailler en cours avec des étudiants de master, et puis les étudiants du grade de programme doivent obligatoirement le visionner. Donc, il n'y aura pas de déjeuner jeunes chercheurs en juillet et en août. Le prochain, ça sera en septembre. Et donc, ce sera un déjeuner qui était prévu en février, qui avait été annulé en raison du mouvement social. Celui présenté par Jedi, justement, hein, donc toujours en géographie sociale. Ce sera le déjeuner jeunes chercheurs de Félicie Roux. Donc, on vous redonnera les dates en début d'année. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Merci à toutes et à tous de votre présence. Bonne fin de mois de juin et puis bon courage pour ceux qui travaillent encore. Et puis à très bientôt. Bonnes Merci. vacances. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.